Très heureux de vous retrouver dans ce 18-22. C'est l'heure de la grande édition sur Gabon 24. Bienvenue si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. Lancement officiel ce 27 juillet à Libreville des activités du Centre collaborateur régional d'Afrique centrale. Il a pour objectif de faire face aux situations d'urgence et de relever les défis sanitaires complexes du 21e siècle tout en créant des synergies et mutualiser les ressources régionales pour identifier et résoudre les problématiques de la santé publique à l'échelle régionale mais aussi continentale. Jamila Mengman, Jospin Bomadianga. Développer un consensus sur les structures de gouvernance et le cadre de collaboration du Centre collaborateur régional de l'Afrique centrale, s'accorder sur le rôle crucial des instituts nationaux de santé publique dans la région, élaborer des stratégies pour une meilleure santé sont entre autres les objectifs de la rencontre de ce 27 juillet à Libreville entre le CCR-AC et le ministre de l'Égalité des chances Blaise Loimbé, représentant le ministre de la Santé. Les risques de survenue des épidémies connaissent donc une recrudescence inquiétante due aux modifications de l'environnement, notamment du fait de la déforestation, des changements climatiques, de l'explosion démographique, des mouvements transfrontaliers et de la pauvreté des populations. Leur extension est souvent le fait de la défaillance de nos systèmes de santé. Le poids des maladies infectieuses reste élevé dans la région d'Afrique centrale. Ainsi, les indicateurs liés aux maladies transmissibles comme le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, les maladies évitables par la vaccination et les maladies tropicales négligées demeurent préoccupants. Il convient ici de mutualiser effectivement nos capacités pour prévenir et lutter efficacement et durablement contre les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles ou tout événement majeur de santé. Le choix de Libreville pour abriter le Centre régional de collaboration pour l'Afrique centrale est judicieux pour le Gabon, qui dispose en effet d'atouts majeurs, notamment dans la structuration de son système de santé, qui a démontré de ses capacités de surveillance, de détection et de contrôle de nombreuses épidémies, mais aussi dans les infrastructures dont le pays dispose. Allez, c'est parti pour la seconde édition du concours national du plan d'affaires. Le projet gouvernemental vise l'émergence d'une nouvelle élite patronale. Il bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Tout savoir sur les opportunités d'affaires qu'offre ce concours. Voyez le reportage que nous propose ici Kenny Ongori et Jospin Bomadianga. Créer une nouvelle génération d'hommes et de femmes d'affaires du Gabon afin de participer à la relance de l'économie par l'entrepreneuriat national, le gouvernement gabonais a lancé la deuxième édition du concours national du plan d'affaires ce jeudi à Libreville. Appuyée par la Banque mondiale, l'institution financière promet de s'impliquer davantage à accompagner le gouvernement gabonais dans sa quête de diversification de l'économie et du renouvellement de la classe d'hommes d'affaires. Fait marquant de cette nouvelle édition, le gouvernement gabonais a ouvert ce concours aux personnes vivant avec un handicap. En vous associant au lancement de ce concours majeur pour la jeunesse, pour les femmes et pour les personnes vivant avec un handicap de notre pays, vous marquez votre attachement et votre soutien à la politique de promotion et de développement de l'entrepreneuriat national, prônée sans cesse par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et mise en œuvre par le gouvernement conduit par M. le Premier ministre Emmanuel Isozengonde. Le Premier ministre, en lançant ce concours, a rappelé que l'entrepreneuriat reste le cheval de bataille de son gouvernement et constitue un maillon important de la chaîne des politiques publiques. Ce concours n'est donc pas un événement qui arrive de façon fortuite. En effet, il se veut le prolongement de la volonté de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de stimuler l'esprit d'entreprise et surtout de favoriser le développement de l'entrepreneuriat au sein de toutes les couches sociales en général et des jeunes en particulier. Lors de sa première édition, plus de 15 lauréats avaient bénéficié des montants allant jusqu'à 30 millions pour une facture globale d'un peu plus de 400 millions de francs CFA. Justement, un regard suffit parfois pour saisir les opportunités d'affaires autour de vous. Avis à ceux qui attendent encore de l'État-providence, sachez qu'il n'existe pas ou plus. Et pour votre gouvernement, la collecte de la ferraille à la décharge publique de Mindoubé fait le bonheur des dizaines de jeunes chômeurs gabonais. Voici pour illustration le reportage de notre rédaction.
Derrière cette épaisse fumée noire qui s'échappe au-dessus des montagnes d'immondices, se déploie une intense activité humaine autour des débris de fer et d'acier. Nous sommes à la décharge publique de Mindoubé à Libreville où plusieurs jeunes Gabonais en manque d'activité se débrouillent. Se débrouiller ici, c'est collecter les déchets industriels à revendre. C'est notre pétrole ici là. C'est notre mine d'or. Parce que ici là, avec la ferraille là, on essaie un peu de louer les maisons, payer le courant. On ne manque pas quelque chose à manger. 1000 francs CFA jour, c'est environ ce que gagne chacun de ces collecteurs de déchets spéciaux. 10 000 francs CFA, soit juste de quoi faire quelques achats pour la famille. Mais très bien organisés, certains parviennent à s'en sortir. Ça fait 3 ans que je suis ici là. Je me débrouille avec ça. J'ai nourri ma famille avec. Faisons des tontines ici, des tontines de 20 000 au maximum par semaine. Donc vous voyez que ça nous permet au moins d'économiser, d'épargner un petit truc pour pouvoir réaliser nos projets. L'échec scolaire et la perte du premier emploi constituent les facteurs déterminants de la reconversion de beaucoup, désormais tournés vers la décharge publique pour des raisons de survie. Nous, on a eu des étrangers qui arrivaient sur le terrain et ils achetaient ça avec nous. Par contre, nous aussi, on s'est aussi posé la question. Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas nous? Le marché fleuri fait l'affaire des sociétés asiatiques spécialisées dans le recyclage de la vieille ferraille. Jusqu'à un passé récent, ce business était encore mal connu des Gabonais. La gestion des déchets s'inscrit parmi les plus grands défis à relever pour le Gabon. Le secteur n'est pas encadré, pourtant valorisé. Leur recyclage et leur transformation sur place peuvent renforcer les débouchés économiques du pays. Et depuis 2015, la Direction générale des impôts se déporte dans les marchés pour son opération de recensement, de fiscalisation et de recouvrement des commerçants. Nous parlons là du commerce informel. Au vu des chiffres, il en ressort que le secteur informel pourrait fortement participer au PIB et au produit intérieur brut du pays. Chimène Sandra Senghone et Alexandre Nkowe nous en disent davantage. Après les marchés de Mombwe et Nkembo, la Direction générale des impôts s'est cette fois déportée du côté du marché d'Akébé, dans le 3e arrondissement de Libreville, dans le cadre de l'opération de recensement, de fiscalisation et de recouvrement des commerçants. C'est une opération qui nous a permis d'avoir une meilleure appréciation de l'informel, notamment du point de vue fiscal, parce que l'informel est d'abord un concept économique. Ce sont des activités qui sont exercées de manière illégale, de manière souterraine et non connue des services officiels. Avec une marge comprise entre 40 et 50% du PIB, le secteur informel est une importante niche fiscale. Sur Mombouette, nous avons pu engranger des recettes fiscales assez importantes, de l'ordre de plus d'1,2 milliard. Sur le marché de Nkembo, nous avons pu générer 250 millions de recettes. Et ce sont des opérations qui nous ont permis d'immatriculer, donc de pouvoir insérer dans le circuit officiel plus de 1700 opérateurs économiques. Au regard des chiffres de la DGI, ce résultat peut être amélioré si la majorité des entreprises sortent de l'informel. Je me réjouis de ce que la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a entamé, une opération qui permet d'attirer certains travailleurs indépendants et les travailleurs mobiles. C'est ce genre d'action qu'il faut mener pour amener le secteur informel à se formaliser. Les taxes prélevées par la DGI dans les marchés sont la patente, l'impôt sur le revenu, l'impôt synthétique libératoire et la TVA pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires au-delà de 60 millions de francs CFA. Toute autre chose à présent, sans doute avec un lien direct avec ce que vous venez d'entendre, jeunes diplômés au chômage ou en activité, si l'envie d'une formation à distance vous passe par la tête, une seule adresse, le campus numérique de l'université Omar Bongo Ondimba. Il met à votre disposition des moyens techniques pour raccourcir votre intention de déploiement en un clic de souris. Regardez comment ce campus fonctionne dans le reportage que nous propose Miranda Ngué. L'agence universitaire de la francophonie est bien implantée en Afrique centrale, avec le campus numérique dont les locaux sont situés au centre de l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Il dépend des bureaux de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Il sert de courroie de transmission entre plusieurs établissements. Et nous assurons pour cela la liaison entre les établissements membres qui sont au Gabon, notamment les 3 universités, l'USTM, l'USS et l'université qui nous héberge, l'UOB. Les 3 grandes écoles nationales que nous avons, dont l'ENS
l'École nationale des eaux et forêts et l'IAI qui est un établissement inter-État. Inauguré en 2003, ce campus est dédié à l'Internet et aux nouvelles technologies au sein de l'UOB. Il fournit l'accès à Internet, forme les étudiants et à la création des sites et encourage les formations universitaires à distance. Ensuite, nous mettons à la disposition de tous nos usagers des espaces, comme je disais, de formation avec des accès sur des bases de données fiables, bases de données numériques, des bibliothèques en ligne, pour que toutes ces personnes, même sans notre accompagnement, puissent avoir des ressources dont ils ont besoin. Le monde de l'emploi obéit à des normes. Et pour augmenter le taux d'employabilité entre la formation donnée et le monde économique, le campus numérique a lancé un appel d'offres afin que la formation donnée réponde aux exigences économiques et ainsi mettre un terme à la fracture numérique en incitant les jeunes à s'approprier l'outil informatique. Formation et éducation vont ensemble. Sachez que les premiers résultats du baccalauréat session 2017 pourraient intervenir cette fin de semaine à Libreville. Politique à présent, les fédérations 5 et 6 du Parti démocratique gabonais pour le 3e arrondissement de Libreville se sont retrouvées hier pour discuter des moyens devant leur permettre d'accompagner le président de la République dans sa politique de développement du pays. Lariska Lor Mamengi et Jospin Bombandianga étaient de la rencontre. Comment accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement du Gabon? Les fédérations 5 et 6 du 3e arrondissement de Libreville pour le camp du Parti démocratique gabonais pensent qu'il faut au préalable revenir à la base. C'était au cours d'une rencontre mercredi à Libreville. Et le fait pour nous toujours de ressusciter quelques heures, quelques jours avant les échéances électorales n'est pas un facteur favorable au succès. Et il est important qu'on s'y prenne un peu tôt pour continuer donc dans la stabilité, dans la sérénité, de mener des actions qui vont nous permettre demain d'atteindre certains objectifs. À Serge William Akasaga d'ajouter que le parti au pouvoir ne doit pas se laisser distraire par les événements. Il y a un pays à construire et un bilan à défendre en 2023. L'agitation au niveau de l'opposition peut-être ne permet pas aux camarades du parti de continuer dans la définition de notre ligne politique. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que à la fin de ce mandat, ce n'est pas sur notre capacité à gérer l'agitation que nous allons être estimés, évalués, mesurés. C'est sur notre capacité à mener à bien les projets pour lesquels les populations ont plébiscité le distingué camarade. Et je pense que nous devons donc pouvoir garder cet idéal. Nous devons pouvoir garder comme les yeux fixés sur les véritables objectifs et non pas répondre aux agitations, et que les bases du parti doivent réagir. En perspective, plusieurs rencontres similaires pour resserrer les rangs et sensibiliser au maximum, car les prochaines échéances se préparent aujourd'hui, au dire d'un des responsables des fédérations. Quelques notes d'information et communiquées dans cette édition d'information. Sachez d'abord que le représentant permanent du Gabon auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF est désormais en poste. L'ambassadeur Flavien Nongoué a récemment présenté ses lettres de créance à Mme Michaëlle Lejean, la secrétaire générale de cette organisation. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu au siège de l'OIF à Paris. Il faut noter, juste après cette phase, s'est tenue une séance de travail de près de 2 heures. Celle-ci portait essentiellement sur la coopération entre notre pays et l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que sur des questions administratives et financières de cette organisation. Soulignons que Flavien Nongoué, actuellement ambassadeur haut représentant du Gabon près de la République française, assure depuis 2015, époque où il était encore au cabinet présidentiel, la présidence de la dite commission administrative et financière de l'OIF. À présent, ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Hygiène chargé de la décentralisation et du développement local. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2017, aux environs de 4 heures du matin, un incendie avec explosion s'est déclaré à bord d'un véhicule fourgonnette de police marque Iveco immatriculé 30-187, stationné devant la base vide de l'état-major des polices d'intervention MP de Port-Gentil. Arrivés promptement sur les lieux, les sapeurs-pompiers
ont réussi à circonscrire le feu pour qu'il ne se propage pas dans le bâtiment. Le véhicule contenait, tenez-vous bien, fusils FAMAS et divers matériels de protection et de maintien de l'ordre. Tout ce matériel a été consumé par les flammes et le véhicule calciné. Des premières investigations menées sur le site, il a été observé un départ d'incendie sur une porte et de l'essence répandue à même le sol aux côtés des objets plastiques ayant fondu. Derrière le bâtiment, l'on a constaté, selon le ministère de l'Intérieur, la présence inhabituelle d'un pneu de camion aspergé d'essence et de 3 matelas adossés à une porte, à un bidon de 5 litres vide de son contenu d'essence dans le bac à ordures. Le procureur de la République a été saisi et une enquête a été ouverte, précise le communiqué du ministère de l'Intérieur. Parlons culture à présent. Le deuxième festival des langues du Gabon, organisé par l'ONG Passerelle, se tient à Libreville depuis hier jusqu'à demain 28 juillet. Au programme, des conférences, ateliers vont constituer l'attraction de ce festival qui a pour objectif de vulgariser la culture gabonaise à travers la valorisation des langues du terroir. Les contours de cet événement avec Gaël Mapessi. Les langues africaines et particulièrement gabonaises connaissent un ralentissement dans leur assimilation, surtout chez les jeunes. Le deuxième festival des langues du Gabon traite les problèmes liés à la coexistence de la langue française et celle parlée au Gabon. Pendant 3 jours, des experts vont se pencher sur l'avenir des langues locales. Nous organisons cet événement pour amener chaque Gabonais, chaque jeune Gabonais à mieux parler et comprendre sa langue, à comprendre l'importance de pratiquer et de comprendre sa langue pour acquérir les connaissances et les savoirs de nos valeurs culturelles. La présence des objets d'art sous les stands dressés pour la circonstance à l'esplanade de la mairie du 6e arrondissement de Libreville sont un maillon de la chaîne culturelle par lequel est transmis certaines connaissances. Par l'image d'un masque, nous pouvons transmettre une connaissance. Par le masque, nous pouvons transmettre le nom du masque et l'esprit qui habite le masque. Donc, voilà pourquoi nous exposons ces objets d'art-là pour faire comprendre aux jeunes qu'à travers ces masques, à travers ces objets d'art, nous pouvons connaître la culture, nous pouvons la transmettre et nous pouvons valoriser un tant soit peu notre patrimoine culturel. Richard Vey reste convaincu que les langues gabonaises peuvent résister à l'ère du temps, à condition que les politiques de valorisation soient suivies. Un domaine du ministère de la Culture pour sauver ce qui fait l'identité des peuples gabonais. Prenons à présent les nouvelles hors de nos frontières. On commence par le Rwanda, ouverte il y a 15 jours. La campagne électorale en vue de désigner le prochain président du Rwanda se poursuit. Après la pause observée dans sa campagne, le candidat du Front patriotique rwandais était mercredi dans le nord et l'ouest du pays. Nos envoyés spéciaux Sandy Adzabe, Francis Ifunda et Luc Emayou étaient dans les roues du candidat Paul Kagame. Voici le reportage. Pour sa deuxième semaine de campagne, le candidat du Front patriotique rwandais et président de la République sortant, Paul Kagame, était à Musanze. Le scénario du meeting a été à peu près le même que la plupart du temps. Un service de sécurité intraitable, une discipline et une logistique quasi irréprochables. Mais pour comprendre le contexte dans lequel le président Kagame arrive dans le nord du Rwanda, écoutons le gouverneur du district. La zone du nord, c'est la population qui était avant 1994, qui était, je dirais, le centre ou bien le foyer de l'idéologie négative, idéologie du génocide, idéologie de division du peuple. Et presque tous les leaders de cette idéologie étaient originaires de cette région. Lors de ce meeting, comme dans la plupart des meetings qu'il a tenus pendant cette campagne, la foule est venue à la fois nombreuse et surtout conquise pour écouter son candidat, le candidat du Front patriotique. Écoutons quelques-uns des participants à ce meeting. Sur base de ce qui a été acquis, c'est-à-dire la sécurité, le développement, l'unité, et tout ça, c'est des choses qu'il faut, c'est des chantiers sur le long terme. On ne peut pas dire qu'on a tout eu, mais il faut sauvegarder ce qu'on a eu et pouvoir travailler toujours pour gagner plus, encore un peu plus. Mais moi, je suis l'ex-capé du génocide. Je suis l'ex-capé, j'ai pas mon père, il a été tué pendant le génocide, mais j'ai survécu à cause de la FPR. C'est le Paul Kagame qui était en tête du pays. T'as vu? Oui, c'est pour cela. C'est la première cause. C'est ça la première cause. La deuxième cause, c'est comment il fait avancer le pays. Tu vois, en Afrique, nous sommes fiers d'être Rwandais maintenant. On n'est pas honte d'être Rwandais, on est fiers, tellement fiers. Si on arrive partout en Afrique, on dit « Ah, toi tu es Rwandais ?»
Oh, tu viens du pays de Paul Kagame? Ouais, tu dis, ouais, moi je suis pays de Paul Kagame. Ouais. Toi, tu ressembles au Paul Kagame. Ouais, moi je suis pays de Paul Kagame. Voilà. Après l'étape de Musanze, la caravane de campagne du candidat Paul Kagame s'est rendue dans l'ouest du pays pour les ultimes jours de cette campagne présidentielle qui se termine le 2 août prochain avec naturellement l'élection qui aura lieu le 4 août. Ramotsu et à tous nos envoyés spéciaux à Kigali qui suivent de près la campagne électorale pour la présidentielle du Rwanda. Et en Mauritanie, sachez que la police a durement réprimé hier soir 2 marches organisées à Nouakchott par une coalition opposée au référendum constitutionnel du 5 août et interdite par les autorités faisant plusieurs blessés, a dénoncé donc l'opposition. Yamila Mengman. Les marches étaient organisées dans 2 départements de la capitale mauritanienne, Sabra au sud-ouest et Arafat au nord, par la nouvelle coalition dite Coordination de l'opposition démocratique, créée pour faire échec au référendum constitutionnel du 5 août. Aujourd'hui, le pouvoir a montré le respect qu'il a pour les libertés publiques en se réprimant ces manifestations. Ici, nous allons continuer à manifester. Et notre détermination est grande à ne pas accepter la répression de la liberté d'expression. La police est intervenue pour disperser les manifestants en faisant usage de bombes lacrymogènes et de matraques, faisant 8 blessés dont 4 graves, dont des dirigeants de partis et de mouvements qui composent la coalition, a affirmé leur porte-parole. Les partis qui composent la coalition ont décidé de faire une campagne pour un boycott actif du référendum, appelant leurs militants à ne pas aller voter le 5 août, espérant ainsi influer sur le taux de participation et de la sorte faire invalider le vote. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui continue ses meetings à l'intérieur du pays en faveur des amendements constitutionnels proposés, a vivement attaqué mercredi l'opposition, estimant qu'elle avait totalement échoué et l'accusant de chercher à créer le chaos dans le pays. Près d'1,4 million de Mauritaniens sont appelés à se proposer sur ces échanges constitutionnels pour lesquels 2 urnes sont prévues, l'une pour les principaux amendements et l'autre pour la modification du drapeau national selon la commission électorale. On reste en Afrique de l'Ouest après 6 mois passés au pouvoir en Gambie. Le président Adama Barrow a relativisé ses craintes. Hier, il s'est dit confiant en ce qui concerne l'avenir du pays. Linda Gaël Magaga. Au pouvoir en Gambie depuis 6 mois, le président Adama Barrow fait un bilan sommaire et considère comme exagérée la menace que feraient peser les partisans de son prédécesseur Yahya Jammeh. Nous n'allons pas seulement enquêter sur Yahya Jammeh. Nous allons aussi enquêter sur tout ce qu'il s'est passé pendant les 22 ans de son règne. Il était à la tête de tout ça. Donc nous allons enquêter sur tout, les atrocités, les enregistrements personnels. Au-delà des dispositions sécuritaires annoncées, le successeur de Yahya Jammeh à la présidence de Gambie se dit confiant dans les perspectives économiques du pays et sur l'amélioration des conditions sociales. Notre priorité était de stabiliser l'économie et de prendre contact avec nos partenaires pour qu'ils viennent nous aider. Et nous étions prêts à remplir les conditions pour qu'ils nous viennent en aide. Et je crois que ça commence à porter ses fruits. Les prix de l'essence, du sucre et d'autres produits de première nécessité sont en train de baisser. Nous avons également réintégré beaucoup de personnel militaire qui, selon nous, avait été injustement congédié. Le maintien de la stabilité et de la paix en Gambie restent les priorités d'Adama Barrow. Alors les touristes sont de retour à Paris après donc les attentats qu'aura connu la France. Il aura fallu plus d'1 an au secteur touristique pour relever la tête après la vague d'attentats qui a secoué la France. Un passage à vide pour les professionnels du secteur après les tragédies de Paris et de Nice notamment. Mais les chiffres de ce début d'année sont très encourageants. Les touristes ne boudent plus Paris. La capitale française a même battu un record de fréquentation pas vu depuis 10 ans. Reportage. Le Moulin Rouge a retrouvé son public. La salle est comble ce soir de juillet. 900 personnes venues du monde entier pour admirer les danseuses dénudées et leur légendaire froufrou bleu-blanc-rouge. Une bonne nouvelle pour le plus célèbre cabaret du monde,
après une chute de sa fréquentation l'an dernier. Sur l'année 2016, on finit avec un taux de remplissage de 75%, ce qui est très peu. Là, sur le premier semestre 2017, on a un taux de remplissage de 87%, donc c'est un bon indicateur, sachant que normalement sur les vraies années, on va dire les bonnes années d'activité, on est sur des taux de remplissage de 95-97%. 15% de clients en plus depuis le début de l'année, un soulagement et une tendance générale dans le secteur touristique. Près de 5 millions de réservations dans les hôtels de la capitale entre janvier et avril, c'est 4% de plus par rapport à l'an dernier. Une embellie que les professionnels expliquent notamment par un effet d'habitude et une évolution des mentalités. Londres, Manchester, Berlin, Stockholm, Paris n'est finalement pas moins sûr que ses voisines européennes, elles aussi récemment touchées par des attentats. La répétition de ces événements très régulièrement finalement, parce qu'il y en a eu plusieurs en quelques mois, fait que ça fait un peu partie du paysage maintenant et que ça n'empêche plus d'imaginer, de penser, d'organiser un séjour dans une ville européenne et en particulier à Paris. Les touristes ont aussi fait leur retour sur les Champs-Élysées, rassurés par la présence bien visible des forces de l'ordre. En avril dernier, un policier a été abattu par un djihadiste à quelques mètres d'ici. Pas de quoi dissuader les voyageurs de se rendre sur la plus belle avenue du monde. À l'opposé de la France, des nouvelles des États-Unis, toujours pas bonnes, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est à croire que le mythe américain est tombé. Des centaines de manifestants new-yorkais se sont réunis hier à Times Square pour protester contre la décision de Donald Trump d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine. Jamila Megman. La Maison-Blanche peinait mercredi à détailler l'application de l'interdiction aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine annoncée par le président américain Donald Trump sur Twitter et qui suscite de vives réactions jusque dans les rangs républicains. Quel intérêt d'empêcher les gens de rejoindre l'armée alors qu'ils essaient juste de nous protéger ? Donald Trump a mis en avant le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraîneraient pour justifier sa décision. L'Amérique accepte tout le monde et Trump ne comprend pas ça. C'est mal qu'il essaie de retirer à qui que ce soit le droit de servir son pays. C'est injuste. Jusqu'ici, les militaires qui dévoilaient leur orientation sexuelle alors qu'ils étaient déjà sous l'uniforme ne pouvaient pas être expulsés de l'armée. L'argument du coût des soins médicaux nécessaires pour un changement de sexe des recrues est battu en brèche par une étude du Centre de réflexion RAND. Elle l'estime entre 2,4 et 8,4 millions de dollars par an pour un budget total du Pentagone de plus de 500 milliards en 2016. Voilà qui referme notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Gabon 24.